17. Merci. Je vais apporter ma contribution. Le thème dont on traite, c'est autonomie alimentaire. C'est-à-dire comment nous regardons si ce que nous consommons, c'est nous qui les produisons. Alors évidemment, les collègues qui nous précédé ont parlé donc des produits de la terre, fruits, légumes, mais il y a également des produits de la mer, la pêche, ou l'aquaculture. L'aquaculture d'eau douce, l'aquaculture marine. Il y a de la viande, de l'élevage. Alors nous avons auditionné les acteurs de tous ces domaines-là. Dans les données, puisque nous sommes dans la phase diagnostique, alors évidemment, j'ai vu que évidemment, la tentation est toujours de faire des préconisations déjà, mais en tout cas, déjà dans le diagnostic. Ce qui nous a impressionné, c'est que dans la dernière période, dans les années que nous venons de vivre, tous les acteurs nous disent qu'il y a des diminutions. Ça, c'est la première caractéristique qui doit nous interpeller. Diminution en volume. Ça veut dire que quand il y a diminution en volume, c'est vrai, la population diminue, peut-être on consomme moins, mais en même temps, il y a une augmentation de l'importation. Donc nos productions sont en concurrence frontale avec l'importation, et le consommateur, tous que nous sommes, nous nous déterminons par rapport au prix. Alors les importateurs s'arrangent pour que les produits qui viennent de très loin coûtent moins cher que ceux que nous avons produits. Très peu de consommateurs d'analyse lorsqu'ils vont acheter pour dire prenons le frais, prenons la proximité, etc. Donc il y a là aussi déjà le problème d'éducation. Ça c'est donc la première chose. Alors c'est vrai, il y a une angoisse dans la population, et c'est ce qui est un frein. Qu'allons-nous devenir si un jour le bateau ne vient plus? Et on fait référence à un point de notre histoire où à un moment donné, il y avait un blocus et les bateaux ne venaient plus. Mais les historiens nous disent, je n'étais pas encore né à l'époque, mais quand on lit ce que les historiens nous disent, ce qu'on écoutait, ce que les grands-parents nous disent, les Martiniquais ont développé toute une imagination pour essayer de produire, et même à un moment donné, l'autonomie alimentaire était là, puisqu'on ne nous rapporte pas de personnes qui soient mortes de faim. Donc il y a déjà ça dans notre histoire, il faut bien la connaître. Deuxième élément qui nous a été donné pendant les auditions, on a donné un chiffre qui était 22 000 hectares de SAU, la surface agricole utile. Alors nous avons demandé ce que c'était. C'était la terre qui pouvait être utilisée pour l'agriculture. D'abord, ce chiffre est impressionnant parce que je me rappelle, lorsque on écrivait le premier SAR, on avait une préconisation qu'il fallait conserver 40 000, c'est le chiffre contre lequel on communiquait, 40 000 hectares pour la terre agricole. Nous étions à la fin des années 80, début des années 90. Ça veut dire qu'on est déjà à 22 000, ça veut dire que nous, il y a des terres qui étaient, on pensait les réserver pour l'agriculture, qui sont passées à autre chose, peut-être elles ont été bétonnées. Peut-être. Donc, tous ces chiffres-là doivent faire prendre conscience qu'il faut sauvegarder les terres agricoles. Deuxièmement, il y a un chiffre que nous avions souhaité, je ne l'ai pas retrouvé dans le rapport, on nous avait promis que dans le rapport complémentaire, il serait, c'est dans cette SAU, sur ces surfaces agricoles utiles, combien étaient effectivement cultivées et combien étaient en friche. Alors, on indique qu'il y a des terres en friche ou insuffisamment cultivées, mais je pense qu'il serait important dans le diagnostic qu'on sache combien. Qu'on sache combien, en tout cas le chiffre. Le chiffre ne nous a pas été mis dans les conclusions de manière que tout le monde ait ce niveau d'information. Parce que la connaissance de ces terres en friche peut permettre à la collectivité de voir comment elle peut agir, qu'est-ce qui peut être mis en œuvre pour que ces terres qui sont dans les surfaces agricoles utiles puissent devenir effectivement plantées
Rappelez-vous qu'il y a eu une expérience qui a été faite et qu'il faut poursuivre, à mon avis, c'est la création de la banque de terre, où la collectivité régionale a pris la décision, avec l'appui technique, juridique de la SAFER, parce que la collectivité n'a pas le droit de préemption, mais la SAFER là, lorsqu'une terre agricole qui est mise en vente, elle peut se porter acquéreur, on avait augmenté la banque de terre pour ensuite le mettre à la disposition d'agriculteurs qui ont un projet. Encore faut-il que nous contrôlions, vérifions qu'il applique véritablement le projet. Donc, c'est cette donnée-là, je pense qu'il serait utile que tout un chacun sache. Deuxièmement, effectivement, bon, je vais faire une petite pointe. Le lobby raumier est très actif. Il y a le lobby bananier, il y a le lobby raumier qui plante de la canne pour du rhum. D'ailleurs, il y a davantage de canne qui va vers les distilleries que ceux qui vont vers la sucrerie. La sucrerie nous appartient et appartient à la CTM. Et actuellement, elle est en déficit parce qu'il y a insuffisamment de canne boyée. Les quelques planteurs, et il faut les féliciter, qui continuent à planter de la canne, nous disent, et nous avons entendu cela encore, qu'ils vont vers la distillerie parce que c'est mieux payé, c'est payé plus vite, que vers la sucrerie où on prend plus de temps. Donc voilà, dans l'état de lieu, il faut réfléchir à ça. Parce que nous continuons à subventionner une usine déficitaire parce que tout simplement le volume de canne boyée est insuffisant. Donc il y a des volontaires qui veulent continuer à planter la canne. Il faut voir comment nous accompagnons. Donc je ne vais pas entrer encore dans les préconisations, nous avons nos idées, mais je voulais mettre le doigt sur cet élément du diagnostic. Je ne dis pas que le rhum n'est pas utile et que la banane d'exportation n'est pas utile, puisque c'est ce qui nous permet d'exporter et en échange d'avoir des devises qui rentrent et qui vont circuler sur le territoire. Donc il faut qu'un pays exporte, puisque c'est comme cela comme le tourisme, où il fait rentrer des devises extérieures au pays. Donc je ne critique pas à ce niveau-là. Un autre aspect que nous avons constaté, c'est qu'il y a une tendance, lorsqu'on analyse et on dit que les terres sont chlordéconées, il y a un réflexe que nous avons vu apparaître dans certains plans local d'urbanisme. Comme c'est chlordéconé, ça veut dire qu'on ne peut plus faire d'agriculture et il vaut mieux qu'on le bétonne. Or, les spécialistes nous indiquent qu'il y a des cultures que l'on peut faire sur les terres empoisonnées, chlordéconées, et où on retrouve, par exemple, les fruits. Dans les fruits, on ne retrouve pas l'éclat de chlordécone. Donc on peut mettre en valeur ces terres et augmenter l'autonomie alimentaire même sur ces terres-là. Donc tout cela, c'est par la recherche qu'on peut le faire. Enfin, il y a un deuxième point, c'est la question de financement. C'est vrai, nous avons une opportunité et il faut se battre pour le conserver, qu'en retour de tous les impôts et toutes les taxes que nous payons, l'Union européenne, parce que nous les payons d'abord, dans les taxes que nous payons, il y a des parts qui vont en Europe. L'Union européenne a accepté de mettre des sommes à nos dispositions, des fonds, on dit structurels, fonds européens structurels, à nos dispositions, et il y en a qui sont consacrés au développement de l'économie rurale et de l'agriculture. Il y a un autre qui est réservé aux affaires maritimes et à la pêche. Donc l'un c'est le FEADER, l'autre c'est le FEAMP. Qu'est-ce que nous constatons dans le constat? Sans qu'il y ait des quotas, parce que j'entends dire qu'il y a des quotas pour la banane exportée. En tout cas, tel que j'ai vécu cela pendant les 6 dernières années, le système des subventions, que celle de l'Europe, celle de l'État ou celle servie par la CTM, ne démarre que lorsqu'il y a des demandes qui sont faites. Et quand parfois il y a une insuffisance de demande, on fait des appels à projets. Il y a une fraction des producteurs qui ne présentent pas de dossier. Et quand on les interroge, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, etc. Ils préfèrent y renoncer. Ça, c'est vrai, en particulier chez les marins-pêcheurs. Il y a beaucoup de relations, je discute beaucoup avec certains. Et ils sont découragés par tout ce qu'on leur demande. L'eau papier, mais on ne va pas faire ça plutôt. Et par contre, vous avez des groupes de producteurs qui se sont organisés, qui ont dit des spécialistes, qui montent des dossiers
et qui, quand vous les analysez, même si vous n'avez pas envie de leur donner, parce que idéologiquement, ce n'est pas à eux qu'on devrait donner de l'aide, on ne trouve aucune faille dans leur dossier. Donc, il y a là un problème que nous avons diagnostiqué. Comment faire que ceux qui ont besoin de financement puissent avoir des dossiers? L'Europe nous interdit que l'autorité de gestion soit celle en même temps qui aide les gens à monter les dossiers. Moi, j'étais persuadé naïvement que les chambres consulaires pouvaient être cet intermédiaire qui aidait les ressortissants à monter les dossiers, ou tel autre organisme. Dans la réalité, nous constatons que ce n'est pas ce qui se passe. Il suffit de regarder le petit nombre de marins-pêcheurs qui demandent, par exemple, le Sioku. Il y a une indemnité qu'on a du FEAMP qui s'appelle Sioku pour la pêche. J'ai compté, chaque année, il y a moins d'une quinzaine qui demandent. Donc voilà ce que donne les diagnostics. Je comptais que beaucoup de petits agriculteurs qui y renoncent, et il faut qu'on le déplore, donc, voilà des éléments de diagnostic, il faut qu'on réfléchisse pour savoir comment faire. Nous avons des pronostics à faire, mais nous allons attendre, des préconisations à faire, nous allons attendre. Mais je voulais ajouter ça dans le diagnostic, parce que ça m'avait beaucoup frappé pendant les auditions. Et puis, on a découvert que l'élevage, même y compris bovin, ovin, sont en déclinaison, et les spécialistes, en tout cas ceux qui étaient là, nous disaient les difficultés qu'ils ont pour renouveler les cheptels, parce que nous sommes dans un petit territoire, on ne peut pas reproduire toujours avec les mêmes animaux qui sont là, puisqu'il y aura une dégénérescence génétique. C'est ça. Et ils ont énormément de difficultés pour introduire sur le territoire d'autres variétés, d'autres espèces. Par exemple, une commercialisation avec les pays de la Caraïbe permettrait de croiser les troupeaux. Mais il paraîtrait que nos amis, entre guillemets, européens, mettent des règles qui interdisent ça parce que, vous savez, la difficulté pour introduire des animaux vivants dans le territoire européen. Nous sommes territoire européen. Donc, ce sont des éléments diagnostiques pour lesquels je voulais sensibiliser un peu chacun, puisque, évidemment, le rapport est synthétique, n'a pas repris tous ces aspects. Je voulais témoigner de ceux qui m'avaient impressionné et contre lesquels nous devrons voir comment lutter. J'en ai fini. Merci, M. Marissel. Vous avez vu